On est là pour faire du business et à chaque fois la qualité des intervenants, la qualité des gens qui sont invités est vraiment géniale. Donc moi c'est ma conférence préférée de l'année. On a été très émus de recevoir ce prix et on trouve que c'est une belle reconnaissance à un événement aussi prestigieux. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir tous, ça fait 1 an ou presque. Bienvenue pour cette 13e édition du One-to-One Retail e-commerce. 3 jours à Monaco, vous avez vu, il y a le soleil, donc c'est magnifique. On fait tout pour vous, en tout cas, on a beaucoup travaillé. Le One-to-One, certains parmi vous sont nouveaux, mais vous savez aussi pourquoi vous êtes là. Ce sont des rendez-vous, ce sont des moments d'inspiration et de très beaux speakers qui vous attendent. Et c'est aussi, surtout, du networking. Donc, bienvenue à tous. En quelques chiffres, cette année, on est à 203 partenaires, dont 20 startups, 183 exposants pour être exact, 1150 invités. Donc, merci d'avoir répondu présent. Plus de 9000 rendez-vous vous attendent. Donc, c'est aussi une édition exceptionnelle qui arrive. Beaucoup de nouveautés. On va commencer par le Before qui vient de se terminer ce matin et qui a remporté un franc succès avec 100 participants. Donc, merci à tous d'y avoir participé. Et pour ceux qui n'y étaient pas, vous pourrez échanger avec certains d'entre eux. Vous verrez, les échanges ont été passionnants. Deuxième nouveauté, nous avons écouté et nous avons aussi anticipé vos besoins, et notamment pour tous les nouveaux, avec un programme complet qui va vous permettre de mieux comprendre l'événement et de pouvoir aussi networker plus facilement et de ne pas vous sentir un peu perdu. Et puis le village startup, une nouveauté puisqu'en fait nous avons agrandi le village startup et on vous présente aujourd'hui pendant ces 3 jours 20 petites pépites du marché et que vous aurez l'occasion également d'écouter cet après-midi et demain après-midi pour une remise de prix qui aura lieu demain soir. C'est une édition sous pression avec le reflet finalement d'un e-commerce exigeant mais aussi créatif. Avec le comité, le sous pression, qui a été le fil rouge de l'événement, c'était en fait une évidence. Une évidence parce que le contexte économique, vous le connaissez, il est tendu. Vous le savez mieux que moi, la rencontre et les échanges sont d'autant plus importants et c'est la raison d'être des one-to-one et c'est vous permettre en fait de trouver les nouveaux partenaires et aussi de pouvoir échanger avec vos pairs pendant ces 3 jours. Donc ça tombe bien, vous avez choisi la bonne destination et on vous y attend. Enfin, on va vous permettre de bien travailler pendant ces 3 jours. Ce constat, c'est un marché, il est valable aussi au niveau international. Et comme Exposium a eu le plaisir et la joie surtout de pouvoir avoir un accord prestigieux avec la NRF, ce que certains d'entre vous connaissent certainement, pour lancer la NRF avec Paris Retail Week, et on lance au mois de juin la première NRF en région Asie-Pacifique à Singapour. Donc c'est une très belle opportunité. Vous connaissez New York, imaginez ce que ça va être sur le marché asiatique, ça va être colossal. On a déjà de nombreux partenaires français qui vont rejoindre aussi l'aventure et bien entendu des grandes marques de renom comme Coca-Cola, comme Uniqlo qui sont déjà présents en termes de speakers. Alors,
Comme on est très sympa chez les one-to-one, pour ceux que ça intéresse, il y a une petite machine entre les deux, en haut des escalators, entre les deux étages. Et vous pouvez tenter votre chance pour partir à la NRF Singapour, tout payer, logement, voyage, et d'obtenir votre accréditation. Donc surtout, allez-y, amusez-vous, sait-on jamais. Après cette parenthèse internationale, retour en France, puisque nous lançons un nouvel one-to-one dans l'air du temps qui aura lieu, qui se tiendra le 4 juin prochain sur l'hippodrome de Longchamp, qui s'appelle le One-to-One Be Better, qui correspond en fait finalement de réunir toutes les innovations pour un business durable et responsable. Vous savez que vos enjeux en tant que marque et en tant qu'organisation, quelle qu'elle soit, vous avez des enjeux forts au niveau de la RSE, si on peut synthétiser avec ce terme. Et donc notre rôle et notre mission, c'est de pouvoir apporter les solutions et de pouvoir vous accompagner sur le sujet. Maintenant, c'est petit moment de remerciement qui sont importants parce que seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, je voudrais faire un grand merci, dire un grand merci à l'ensemble du comité qui nous a accompagnés et qui s'est extrêmement impliqué dans l'organisation et la programmation de cette édition. Donc, merci à vous. Merci à tous nos partenaires, sponsors sur l'événement. 34% d'entre vous, vous êtes nouveaux, donc on est ravis de vous y accueillir. Et pour les autres, merci pour votre fidélité, parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Un merci à la Principauté de Monaco, qui nous accueille dans ce lieu magique, hors du temps, et qui nous permet de bien avancer. Et puis merci à tous les speakers pour votre implication également, avec les thèmes que vous allez aborder. Donc surtout, je vous invite à participer aux plénières, aux keynotes, mais aussi, bien entendu, sur les workshops avec les retours d'expérience des uns et des autres. Et un grand merci, surtout, à toutes mes équipes, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc, merci. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la première plénière avec, donc j'ai le plaisir d'accueillir Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, pour vous parler du moral des commerçants. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 13e édition de One to One, un événement dont la FEVAD est partenaire. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour moi tous les ans d'être ici parmi vous pour ce grand rendez-vous des professionnels du e-commerce. Et je salue Sonia et ses équipes qui mettent vraiment tout en œuvre pour nous accueillir, nous réunir chaque année dans les meilleures conditions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la FEVAD, c'est une instance de représentation des acteurs du secteur, notamment auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous casser le moral. L'an dernier, il y a eu une loi votée en France toutes les 10 heures. Alors, ils n'étaient pas tous sur le e-commerce, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour représenter et défendre vos intérêts dans le cadre de cet environnement législatif qui est important pour l'exercice de vos métiers. Alors, la FEVAD, c'est aussi un lieu d'échange, un espace d'information, de partage sur les bonnes pratiques et notamment à travers les études que nous réalisons chaque année, des études qui nous permettent d'identifier les tendances, de les analyser pour mieux les appréhender et surtout mieux en anticiper les effets. Alors, l'étude qu'on a décidé de vous présenter ce matin est une étude particulière. C'est une étude qu'on réalise tous les ans, depuis 13 ans, même âge que Monaco One to One. C'est une étude qui consiste à interroger les e-commerçants et notamment les dirigeants sur leurs perspectives pour l'année en cours, c'est-à-dire pour 2024. Et donc, l'objectif de cette étude, vous l'avez compris, c'est de prendre le pouls, de prendre la température du secteur à travers le prisme des dirigeants qui ont accepté de partager avec nous leur vision, leur analyse sur l'évolution du e-commerce. Donc ce matin, je vais vous présenter quelques-uns des enseignements de cette édition, de cette 13e édition de notre baromètre sur le moral des e-commerçants. Mais avant cela, peut-être un petit point de méthodologie. Donc c'est une étude qui a été réalisée du 1er au 27 février auprès, vous le voyez, de 118 dirigeants
Donc quand je dis dirigeants, c'est vraiment des PDG, DG ou membres du comité exécutif ou comité de direction. Vous voyez que la variété des profils, de la taille et des secteurs permet d'assurer la représentativité de l'échantillon et donc des analyses qui vont vous être présentées. Et puis la nouveauté cette année, c'est que nous avons également décidé d'interroger une centaine de dirigeants européens, là aussi des dirigeants, PDG, DG, direction e-commerce, avec là aussi des profils variés dans 4 pays, donc l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie et l'Italie, grâce à la complicité des associations nationales, ce qui va nous permettre cette année de confronter le point de vue des e-commerçants français par rapport à leurs homologues européens. Donc je vous propose sans tarder qu'on avance maintenant sur ce moral des e-commerçants dont on va voir s'ils sont véritablement sous pression. Et la première question qui est posée est une question sur le climat des affaires qui consiste à demander aux e-commerçants, aux dirigeants, s'ils sont plus, moins ou ni plus ni moins optimistes que l'an dernier. Et vous allez voir que cette année, particulièrement, les résultats sont extrêmement partagés, divisés, puisqu'on retrouve une répartition en 3 tiers pratiquement identique entre les plus optimistes, les moins optimistes et les ni plus ni moins optimistes. Mais ce qu'on voit, c'est que même si les moins optimistes sont minoritaires, c'est quand même la partie qui progresse de manière la plus importante, plus 5 points, vous voyez, au détriment des plus optimistes. À l'inverse, on voit que sur les Européens, on a un niveau d'optimisme qui est quand même plus important. Alors pour comprendre cet effritement de l'optimisme, qui montre quand même une certaine prudence, il convient de regarder finalement un peu le regard que portent aujourd'hui ces e-commerçants français sur leur segment. Donc là, on était sur le marché, maintenant on va voir sur leur segment. Et là, vous voyez qu'on constate quand même que la part de ceux qui se considèrent sur un segment e-commerce en baisse passe à 40%, donc avec une progression de 7 points, là où ceux qui considèrent qu'ils sont sur un marché en croissance est à peu près de 28% avec une baisse. Et là aussi, on reflète ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'optimisme en général sur le marché des Européens qui sont effectivement, qui se considèrent à parts égales sur des marchés soit en baisse, soit en hausse. Alors pour compléter ce regard sur le segment, je vous propose de voir également les tendances auxquelles s'attendent aujourd'hui les e-commerçants français. Et parmi ces tendances, on trouve notamment le développement du marché de la seconde main. Alors le marché de la seconde main qui est plus une tendance, qui est devenu vraiment un marché, puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est 11% des volumes qui sont en seconde main. C'est 1 Français sur 2 qui achète un produit de seconde main, 2 sur 3 chez la Gen Z. Et surtout, on a une augmentation importante des exclusifs seconde main. Dans le textile et le bricolage, par exemple, vous avez aujourd'hui 16% des gens qui n'achètent que de la seconde main. Donc je pense qu'on y reviendra, c'est vraiment un secteur qui va continuer à se développer, qui a eu un développement important et qui le continuera. Alors quand on dit seconde main, c'est à la fois occasion et reconditionné. Et vous savez que notamment dans le cas des favoris, c'est Back Market qui a remporté le prix. Deuxième tendance, c'est la fermeture des sites. Fermeture des sites, ce n'est pas nouveau. L'an dernier, on avait 60%, on augmente cette année. Et finalement, la fermeture des sites, ça ne concerne pas que le e-commerce, ça concerne tout le commerce. Et donc, pourquoi pas effectivement également le e-commerce aujourd'hui dans une conjoncture plus tendue et incertaine. Troisième élément, c'est tout ce qui est concentration partenariat. Sonia en parlait, dans des situations effectivement de marché plus tendu, évidemment, les partenariats, les concentrations sont des éléments qui interviennent de manière plus importante. Et puis vous voyez qu'il y a une tendance qui augmente énormément, c'est la montée des sites étrangers. Et on pense bien sûr notamment aux sites asiatiques, on y reviendra sans doute. En revanche, et je sais qu'il y a beaucoup de fonds qui sont également dans la salle, vous voyez que ce qui concerne les levées de fonds et les entrées en bourse, les avis sont beaucoup plus réservés. Alors maintenant qu'on a vu le regard des e-commerçants sur le marché en général, sur leur segment, je vous propose de confronter ce regard au regard qui porte sur leur entreprise et les anticipations par rapport au chiffre d'affaires et à la performance des entreprises. Et là, j'espère vous redonner le sourire parce qu'effectivement, on voit que majoritairement, on est à 60% des entreprises qui anticipent une augmentation de leur chiffre d'affaires en 2024. C'est plus que les Européens. Et mieux encore, vous voyez que 53% anticipent une croissance de leur rentabilité, de leur performance financière. Et là, on voit effectivement un décalage par rapport aux Européens qui sont moins optimistes sur leur propre situation que ne sont les dirigeants français. Alors,
je le disais, et j'y reviendrai peut-être, cette recherche de la performance financière, de la rentabilité, est, semble-t-il, vraiment aujourd'hui une tendance prioritaire chez les sites pour 2024. Et puisqu'on parle de priorité, je vous propose de voir maintenant justement les priorités stratégiques vues par nos dirigeants. Priorités stratégiques en commençant par les investissements. Donc les investissements prioritaires. Et là, c'est vrai que c'est une surprise, puisque pour la première année en 13 éditions, c'est le marketing et la publicité qui arrivent en tête des investissements. Vous savez que l'an dernier, c'est la RSE, sans doute aussi avec les effets de la loi AGEC qui est arrivée en tête, après 12 années de domination de l'informatique. Cette année, c'est le marketing et la publicité. Alors, à cela, je pense 3 raisons, mais on y reviendra sans doute avec les intervenants. Première raison, un marché qui devient beaucoup plus concurrentiel depuis le Covid, avec des retailers qui ont énormément investi dans le e-commerce, la concurrence internationale qui arrive également. Et puis, vous le savez, la conséquence de ça, c'est aussi des coûts d'acquisition et de fidélisation qui ont augmenté, qui devraient sans doute encore augmenter, notamment avec les nouvelles dispositifs qui doivent être mis en place par Google très prochainement. En deuxième, on trouve l'informatique, notamment avec les sujets sécurité. En troisième, alors ex aequo avec la logistique, c'est la RSE. Alors il faut relativiser ce déclin parce que c'est vrai que l'an dernier, la RSE était en tête. Sonia en parlait, ça reste un élément extrêmement important. Les budgets étaient montés de manière très importante. Ça reste en troisième position. Et vous voyez que chez nos amis européens, on retrouve à peu près les mêmes investissements, les mêmes priorités, avec toutefois la RSE qui arrive en 7e position. Et donc, on voit que la RSE reste quand même une priorité pour les e-commerçants français. Autre élément intéressant sur les priorités budgétaires, c'est l'innovation. Et vous voyez que l'innovation est plutôt en baisse. C'est souvent le cas et ça fait écho à ce que je disais sur la rentabilité. On a des budgets innovation qui devraient être plus contenus, avec sans doute des approches plus sélectives. Et du coup, ça nous a donné envie de savoir un petit peu quelles allaient être les innovations qui allaient être privilégiées par les dirigeants dans le cadre de leur choix stratégique. Et sans surprise, évidemment, vous en doutez, on voit l'IA générative qui est plébiscitée par les e-commerçants de France et d'Europe, très largement en tête, devant le Buy Now, Pay Later, là aussi qui converge par rapport aux Européens. Et puis la France qui a placé donc le live shopping en troisième, là où nos amis européens mettent la réalité virtuelle. En revanche, vous noterez également qu'en bas du tableau, les avis se rejoignent sur le métaverse et la NFT, avec, semble-t-il, un doute encore plus profond chez les e-commerçants par rapport aux e-commerçants français, par rapport aux e-commerçants européens. Alors, je vous propose de voir maintenant, l'IA on en parle beaucoup, mais de voir si finalement c'est encore des projets ou si c'est vraiment une réalité. C'est une question qu'on me pose souvent. Et donc, on va y répondre tout de suite, puisque vous voyez que 71% aujourd'hui des dirigeants déclarent avoir mis au moins une solution à base d'IA en place dans leur entreprise, ce qui est tout à fait important, sans doute plus que ce qu'on anticipait. Et les usages de cette IA sont essentiellement sur le marketing et la relation client. Évidemment, on pense beaucoup effectivement à tout ce qui est fiche produit, gestion et chatbot pour la relation client, la sécurité et puis bien sûr la logistique. Je vous propose, puisqu'on est sur les priorités stratégiques, de dire un mot quand même sur l'international. L'international qui va rester une priorité stratégique, puisque vous voyez, 70% des e-commerçants anticipent une croissance de leur chiffre international sur les 2 prochaines années. C'est un petit peu moins, mais ça reste quand même extrêmement élevé, avec 65% des e-commerçants français qui sont présents à l'international. 27% le sont dans 10 pays. Et vous voyez qu'au niveau des destinations, alors c'est principalement l'Europe, mais on a un petit changement dans le top 3, puisqu'on a toujours nos amis belges qui sont la destination préférée, suivie de l'Espagne. Et cette année, c'est l'Italie qui prend la 3e place à l'Allemagne. Ça va être intéressant de voir effectivement comment les choses vont évoluer. On a vu les priorités stratégiques. Je vous propose maintenant qu'on passe rapidement sur un petit peu les événements, l'actualité et ses impacts sur le e-commerce. Alors, sur cette étude, malheureusement, on n'a pas le temps de tout détailler, mais on présentera bientôt les résultats complets. On interroge les e-commerçants sur
un certain nombre de phénomènes, la déconsommation, la montée des sites asiatiques, la question de la sécurité. Il y a un phénomène qui vous préoccupe plus particulièrement, c'était le cas déjà l'an dernier, ça reste aujourd'hui, c'est bien sûr l'inflation et ses effets sur le pouvoir d'achat, puisque vous êtes aujourd'hui 75% à vous dire inquiet par le phénomène de l'inflation et ses conséquences sur les arbitrages de consommation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies que vous développez par rapport à cette inflation. Donc on voit effectivement l'augmentation des prix qui reste toujours d'actualité, même si elle a tendance à baisser. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus enclines finalement à annuler ou reporter certains investissements plutôt qu'à rogner leurs marges, comme elles l'ont fait peut-être un peu plus l'an dernier. Et puis, on voit également la réduction de l'offre. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de prestataires dans la salle, une mise en concurrence des prestataires et des fournisseurs, ce qui est tout à fait normal et logique dans une stratégie de rationalisation. Et donc, là aussi, on voit à nouveau cette optimisation, cette recherche de rationalisation pour maintenir la compétitivité des entreprises sans toucher au prix. Autre phénomène qui est étudié, on a essayé de regarder également les autres événements qui vont marquer cette année 2024. Par exemple, les élections européennes, vous retrouvez un certain nombre de développements sur les anticipations par rapport aux élections. Et je voulais quand même terminer cette présentation par un événement qui n'est pas arrivé en France depuis 100 ans, un événement qui est attendu par les amateurs de sport du monde entier, qui aura lieu, vous le savez, en juillet. C'est bien sûr les Jeux Olympiques. Alors, ces Jeux Olympiques de Paris, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'ils suscitent un enthousiasme modéré chez les e-commerçants, puisque vous êtes 46% à être tout à fait enthousiastes en termes d'opportunités, je ne parlais pas en termes sportifs, mais vous êtes surtout inquiets, puisque 54% des e-commerçants se disent inquiets sur l'impact et les conséquences de ces JO sur l'activité. Et c'est vrai que les récentes déclarations sur la gestion de la circulation a de quoi nous inquiéter, mais là aussi, c'est des sujets sur lesquels on est en contact avec la préfecture et les autorités pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Alors, la bonne nouvelle, et c'est finalement peut-être un trait français qui existe aussi chez les e-commerçants, c'est finalement un certain optimisme, puisque vous êtes malgré tout 65% à être confiants. Alors, 80% d'entre vous pensent que ça va avoir un impact sur l'activité, et 65%, vous voyez, d'entre vous sont confiants dans votre capacité à vous adapter aux contraintes logistiques, mais également à l'impact sur la performance de vos entreprises. J'ajoute que vous êtes à peu près un tiers à imaginer des produits, des offres en lien avec les JO, ce qui est pas beaucoup, et pour certains, ça reste quand même à l'état de projet, mais je vous renvoie là aussi à l'étude. Donc voilà quelques-uns des enseignements qu'on pouvait tirer de cette étude dans le temps qui m'était imparti de 15 minutes. Étude qui en fait montre quoi? Elle montre simplement qu'aujourd'hui, les e-commerçants portent finalement un regard prudent, mais je crois lucide, sur la situation, mais qui n'entament pas finalement leur détermination, leur capacité à trouver des choix stratégiques innovants qui vont leur permettre de développer l'activité et la rentabilité. Je crois que les 3 dirigeants qui vont se succéder juste après cette présentation vont certainement l'illustrer de la meilleure façon possible. Voilà, alors tous les résultats seront présentés dans leur complétude le 5 avril lors d'une conférence organisée par la FEVAD avec OpinionWay. Pour ceux qui sont impatients, vous pouvez également me retrouver sur l'excellent podcast des Digital Doers où j'ai eu l'occasion d'intervenir. Merci pour votre attention et très bon salon à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça m'a fait penser à 2 choses que j'ai oublié de vous dire. Le premier, c'est cordons de badge que vous avez reçus. Ce n'est pas que des cordons de badge. Vous pouvez les ouvrir. C'est aussi, ça vous permet de recharger votre téléphone avec une petite prise USB-C et Apple. Voilà, donc c'était juste pour vous dire. Vous pouvez le garder en souvenir sans aucun problème et c'est bon à savoir. Le deuxième, je ne vais pas vous dire où. Il peut y avoir un jeu de piste, puisque nous avons l'honneur d'avoir en fait la torche olympique qui est ici présente sur l'événement. Donc je vous laisserai découvrir, ça vous permettra de découvrir, enfin en tout cas de voir tous les
les petits recoins du salon. Donc voilà. On va continuer et donc avec une session avec 3 grands patrons. Donc je vais appeler Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN, qui va discuter et échanger avec notamment Enrique Martinez, CEO de Fnac Darty, Thomas Mitivier, CEO de Cdiscount, et Gonzague, excuse-moi, j'ai plus ton nom de famille, de Piré, voilà, excuse-moi, directeur data et omnicanal du groupe LVMH. Alexandre, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci Sonia, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'imagine évidemment que comme moi, vous avez réalisé que nous vivons une époque remplie d'injonctions paradoxales. Il faut vendre plus, mais plus responsable, livrer plus vite, mais moins cher, connaître toujours mieux son client, mais respecter sa vie privée. Alors évidemment, il n'a jamais été facile de concilier les attentes des clients, des régulateurs et des actionnaires, mais si vous y ajoutez l'indispensable transition écologique, les crises géopolitiques, leurs répercussions inflationnistes et l'arrivée d'une technologie de rupture, bon là, l'équation devient complexe. Pour la résoudre et toucher les 42 millions de Français qui achètent sur Internet, il vous faudra évidemment être créatif. Alors pour ouvrir ces journées du One-to-One Retail e-commerce, nous allons passer en revue ensemble 3 défis, 3 pressions, si vous voulez, sous lesquelles vous devez toutes et tous agir, innover et, si possible, atteindre vos objectifs. Pour chaque défi, un invité viendra partager avec vous son analyse du défi en question et les voies qui lui semblent possibles. Et tout au long de ces entretiens, la dessinatrice Colline Grandpierre illustrera les propos des invités. Vous savez tout, nous pouvons commencer. Le premier défi, celui qui s'impose à tous les secteurs et à toutes les entreprises, c'est évidemment celui de la transition écologique. Alors que nous avons déjà dépassé les seuils de réchauffement de l'accord de Paris, on les a même éclatés en un temps record. Nous sommes allés beaucoup plus vite dans le réchauffement que nous le prévoyons. Bravo à nous. Et nous vivons déjà toutes et tous, évidemment, les conséquences du dérèglement climatique. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre est donc un enjeu vital. En la matière, le commerce en ligne pèse. D'après l'ADEME, avec un volume d'activité estimé à 1 milliard de colis par an en France, les émissions de gaz à effet de serre du secteur du e-commerce seraient de l'ordre de 1 million de tonnes de CO2. Alors agir sous la pression écologique, c'est un nouveau paradigme, et pour l'explorer avec nous, voici le groupe CEO du groupe Fnac Darty, M. Enrique Martinez. Alors, Monsieur Martinez, merci d'être avec nous. Avant d'aborder la question de l'écologie, est-ce que vous pourriez nous préciser, qu'on ait un bon ordre de grandeur, la part et le volume du e-commerce pour le groupe Fnac Darty? Les dinosaures, il n'y a pas des micros? Si, maintenant c'est bon. On fait partie des dinosaures pionniers de l'e-commerce, parce que les premières activités du groupe, ils datent de 1999, en France, mais aussi dans les autres pays. Évidemment, au début, c'était une petite start-up interne avec quelques personnes qui géraient dans la salle. Puis petit à petit, le modèle s'est développé jusqu'à s'intégrer complètement dans notre modèle commercial pour aller jusqu'à ce que tout le monde connaît comme l'omnicanalité ou les multicanalités, ce qui fait partie aujourd'hui de notre concept. Aujourd'hui, les groupes, il fait à peu près 8 milliards de chiffre d'affaires dans tous les pays, dont l'e-commerce, ça fait autour des 23-24%. C'est moins qu'après Covid, parce qu'on a touché les 29, mais il avait quand même une raison objective, il y avait les magasins qui étaient fermés. Oui, ça aide. Ça aide. Et puis, petit à petit, les contraintes se sont desserrées, et les clients ils ont retrouvé un modèle plus équilibré. L'e-commerce, il est en baisse en 2022, puis pas en 2023. Et finalement, les clients se sont stabilisés autour de 2023. Est-ce que pour nous, ça me paraît un modèle bien équilibré pour le moment. C'est quand même une part conséquente. Parce qu'on avait un slide qu'on avait prévu. Ah voilà, c'est toi qui as la manette. C'est nous, voilà. 2 si vous voulez. C'est mieux dit, c'est mieux écrit là. Et en fait, on a la chance, et ça c'est vraiment une chance qui devienne des produits qu'on vend, c'est qu'on a à la fois la capacité de monter un panier, on est, par la nature de nos marques, on a des produits, des prix moyens assez élevés, on sait vendre des produits à 2, 3, 4, 5 000 euros.
Et ce qui c'est intéressant pour les modèles. Mais aussi, on est un modèle qui a beaucoup de trafic, parce qu'on a des produits à forte fréquence, notamment les produits culturels, dont avant c'était la musique, mais aujourd'hui c'est surtout les livres, les remis, la billetterie. Donc on est un acteur qui permet d'avoir à la fois les paniers et les trafics. Vous êtes effectivement un acteur qui est présent dans une forme de vie quotidienne de beaucoup de vos clients. Du coup, cette transition écologique, ce nouveau paradigme dont nous allons discuter, comment est-ce que votre groupe la ressent? Est-ce que c'est par la pression réglementaire? Monsieur Olivier nous le rappelait, hein, on vote beaucoup de lois. Les attentes des clients, leur choix, des demandes des collaborateurs et des collaboratrices en interne. Au fond, c'est quoi l'aiguillon pour vous? C'est tout ça, et encore plus, parce que ça sent et ça remonte de partout. Je pense que la conscience écologique, c'est pas nouveau. Ça fait des décennies qu'il y a des premières personnes qui s'interrogent, qui se posent des questions de comment nous on est en train d'épuiser les ressources de la planète et comment tous ensemble il faut trouver une solution. Je pense qu'il y a eu un réveil global autour du Covid. Le Covid, ça a réveillé beaucoup les consciences de que la transition écologique, les réchauffements climatiques, ce n'était pas une question qui allait affecter nos petits-enfants, mais nous, dès maintenant. Et ça fait changer, comme par hasard, parce qu'on est globalement une société assez égoïste. On est capable de prendre la dette à nos petits-enfants, mais on n'est pas capable d'accepter les conséquences du réchauffement climatique d'aujourd'hui. Donc ça, on a senti collectivement qu'il y avait une espèce de réveil. En même temps, les instances publiques et politiques, ils font son travail. Il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de cadres juridiques que toutes les entreprises, dans les cadres européens, ils vont devoir franchir. Et aussi, et par conséquence de tout ça, nos clients et nos collaborateurs, ils nous posent la question de « et vous, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour être dans les bons côtés de la photographie et pas rester un mauvais élève ?» Nous avons décidé, et c'est la chance qu'on avait des actifs dans les groupes qui se permettaient, nous avons décidé de prendre ces contraintes, c'est-à-dire réduire l'empreinte carbone, les nôtres et celles de nos clients, c'était l'axe de nos projets stratégiques, de faire ça comme une opportunité pour notre business. Et là, moi, c'est un message que je vais passer sur ces matières. Je pense que c'est celle-là, c'est qu'on ne peut pas faire une transition écologique contre tout. Il faut vraiment qu'on trouve un effort, qu'on trouve un axe, qu'on trouve un angle, et ce n'est pas évident dans tous les sens, pour les faire avec de l'impact et pour les faire dans la durée. Il faut qu'on trouve un modèle qui ne va pas vers la décroissance massive, mais qui va vers une croissance différente. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec tout notre modèle autour de la durabilité, les secondes mains, etc., qu'on pourra en parler tout à l'heure. C'est aussi un des aspects qui est mis en avant par les très nombreuses nouvelles réglementations qui sont arrivées ces derniers temps. Évidemment, la DMA, la RGPD, la CRDS, le décret tertiaire, le DPEF, enfin, la liste est très longue et pas toujours extrêmement claire d'ailleurs. Quels impacts ont eu toutes ces nouvelles normes et réglementations sur votre activité, sur votre manière d'approcher le client, de l'informer sur ses produits? Vous avez dû tout repenser ou au fond, comme vous le disiez, c'est juste une nouvelle manière de faire du business? Bon, premier impact, ça prend du temps et de l'argent et d'énergie des équipes. Ça, je pense que tout le monde dans la salle, il est au quotidien. C'est que les temps du réglementaire dans nos métiers en France, par rapport à d'autres pays qu'on connaît, il est très lourd. Et donc ça freine la croissance, ça freine l'innovation. Et un message important à passer à nos amis qui s'en occupent de la fonction publique, c'est qu'il manque toujours, c'est curieux qu'ils prennent des décisions sans regarder l'impact de l'exécution des normes qu'ils sont en train d'inventer. C'est comme si vous, dans votre entreprise, vous faites des CAPEX, vous faites des projets, mais vous ne vous intéressez pas aux conséquences. Puis, tiens, mon objectif est faire une loi, mais après, je regarde c'est quoi l'impact. Et en fait, on est en train de faire des projets, des réglementaires qui sont des études d'impact, à mon avis, assez mal faits, où la société civile est mal impliquée. Et ça coûte tellement cher qu'en fait, ça freine de partout. Donc ça, c'est une conséquence énorme. Et ça, si on regarde le côté négatif. Le côté positif, c'est que ça va obliger à tout le monde à respecter un cadre. Et ça, c'est l'autre risque majeur de la transition qu'on est en train de vivre, c'est qu'il ne pourra pas s'appliquer d'une manière arbitraire. Il faudra qu'il s'applique dans l'ensemble des acteurs qui opèrent dans notre métier. Ça, c'est quelque chose qu'on a mal vécu. Je rappelle RGPD 2018, la promesse de tout le monde allait être contraint, etc. On a bien vu que ce n'était pas du tout comme ça. Et on a vu que la naïveté européenne, ça avait donné
dans un plateau, nos consommateurs, c'est ce qui nous reste, parce qu'on n'a plus l'industrie, mais on a les consommateurs, on l'a donné d'une manière assez simple à tous les acteurs qui ne respectaient pas les normes qui nous-mêmes on est en train de s'appliquer. Donc 2 messages. Un, faites moins des normes, regardez l'impact, aidez-nous à faire cette transition qu'on a envie de faire. Et 2, veillez bien que tout le monde il respecte les mêmes normes que nous. Ça a l'air d'être un Il y programme a que politique, deux votre choses. affaire. Il y a que Vous savez, deux. il y a une élection présidentielle qui arrive dans pas longtemps. Je suis content. La pression écologique, elle peut aussi s'appliquer très directement au secteur, hein. Je rappelais le chiffre de l'ADEME qui est quand même conséquent, hein. 1 million de tonnes de CO2, ce n'est pas un impact anecdotique. Quelles actions est-ce que vous, très concrètement, hein, dans le groupe Fnac Darty, vous menez pour réduire cet impact écologique? On peut faire plein de choses. Mais si je regarde objectivement ce qui a plus d'impact avec moi, c'est plus de 90%. C'est ce qu'on appelle les scopes 3. Et c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qu'ils font mes clients avec les produits que je leur vends. Et ça, si on regarde, c'est de manière un peu différente. Combien beaucoup de monde dit « moi je suis carbone neutre ». Moi, je pourrais être carbone neutre et être un désastre pour la planète parce que j'étais en train d'inonder les maisons des consommateurs avec des produits qui tombent en panne et qui sont jetables toutes les secondes. Donc il faut prendre les bons sujets. Nous avons décidé de mener une action assez forte sur prolonger la durabilité des produits. Parce que c'est finalement beaucoup plus vertueux que même les reconditionner ou la vente d'occasion. Parce que ça a un impact en carbone. Donc en fait, vous dites, vous vendez des produits de qualité, accessibles, et vous montez une économie de services autour pour que les clients les gardent en bon état de fonctionnement le plus longtemps possible. Et ça fait un effet énorme. On récupère, juste pour donner un chiffre, on récupère chaque année 50 000 tonnes de produits. Et on n'est pas les seuls à récupérer dans notre métier d'électronique et d'électroménager. Ça, c'est beaucoup des millions des tonnes de carbone. Si on peut réduire 10, 15, 20% par cet effet-là, ça aura une conséquence beaucoup plus importante que n'importe quelle autre chose qu'on peut faire. Après, sur l'e-commerce particulièrement, moi j'insiste sur 2 éléments qui sont probablement les plus énergivores. C'est les emballages. Il y a beaucoup de travail à faire sur les emballages. La moitié de notre flux online, il passe dans les magasins. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des emballages un peu plus assouplis. Probablement, on peut faire éliminer du poids, changer les matériaux sans mettre à risque la qualité du produit. Ça, c'est des choses qu'on est en train de faire. Et puis, l'autre chose, c'est éclairer les consommateurs sur ce qu'on appelle la livraison éclairée, justement. C'est combien de carbone vous allez produire pour chaque type de livraison que vous allez choisir. Évidemment, l'étude qu'on fait, l'ADEME le confirme, c'est que les click and collect, ça veut dire les produits à proximité du client, ils consomment moins de carbone que quand vous faites livrer à domicile individuellement, etc. Donc, il y a 2 actions que l'e-commerce peut embarquer. Vous avez d'ailleurs, pour faciliter ou repenser ces systèmes de livraison, vous avez lancé une entreprise de service pour gérer la logistique des e-commerce et des marketplaces. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Weaven? Je ne sais même pas si je le prononce bien. Weaven, c'est espagnol, donc mon anglais c'est approximatif. Weaven, on l'a. Weaven, on a une marketplace depuis une quinzaine d'années en Europe. Donc très vite, on s'est embarqué dans cette opportunité d'expansion de l'activité e-commerce de la Fnac d'abord sur la marketplace, mais on n'a jamais été en capacité de proposer ce qu'on appelle dans les jargons la fulfillment, donc la capacité d'accompagner les clients jusqu'à la livraison et surtout ouvrir un peu nos trésors, c'est nos réseaux de magasins. On a 1000 magasins et aujourd'hui on ne sait pas proposer aux nos vendeurs de marketplace la livraison dans les magasins. Ce qu'on a décidé, c'est de faire un accord avec les groupes CMA, CMA Logistique, donc CEVA, pour mettre ensemble nos actifs tech, nos parcs de magasins et notre capacité, eux, sa capacité logistique et aussi tous les stacks techniques qui sont récupérés aux États-Unis, pour proposer aux vendeurs de marketplace, les nôtres, mais demain aussi à la totalité des acteurs de marketplace en France et à l'étranger, d'avoir la solution complète dès la gestion de la marketplace jusqu'à les fulfillment et la livraison en France et à l'étranger. Ça va commencer dans les prochains mois. Donc concrètement, ça veut dire que sur une marketplace, on pourra acheter son produit et aller faire du click and collect dans les magasins de la Fnac. On pourra faire ça et on pourra aussi faire la livraison chez les clients, des poids lourds, on pourra faire l'installation, on va ouvrir tous les services qu'on propose aujourd'hui exclusivement pour nos ventes directes. On pourra les faire aussi pour les vendeurs de marketplace. Vous disiez à l'instant
il faut éclairer le consommateur. C'est l'autre grande responsabilité du secteur, hein, c'est la manière dont il peut influencer, orienter même la consommation. Comment est-ce que vous le faites justement dans cette idée de consommation éclairée? Parce que vous dites qu'il ne faut pas aller vers une décroissance totale. Finalement, une consommation très éclairée, c'est une consommation réduite. Comment est-ce que vous faites? C'est une question de traçabilité, d'information, de réglementation, de dévendeur. Vous dites à vos clients, ben, ça, vous n'en avez peut-être pas besoin. Ça va durer plus longtemps. Ça, c'est très polluant. Quitte à dévaluer un peu vos produits, comment vous faites? D'abord, ça j'y passe pour la qualité et l'information autour de la qualité du produit dans la durée. Il y a beaucoup d'indices, des mesures pour travailler sur la durabilité des produits, la réparabilité des produits. Je pense que c'est très nouveau, ça commence. Mais quand un client achète un produit, il doit savoir, et statistiquement, est-ce que ces produits, ça va durer 3 ou 10 ans? Parce que les prix que vous êtes prêt à mettre dans un produit, ça change totalement. Si vous comptez que ces produits, ça va donner des ennuis très vite avec des coûts de réparation qui vont exploser dans les futurs parce que la main-d'œuvre est rare et coûte cher. Donc ça vaut mieux d'investir un bon produit tout de suite si c'est un produit que vous allez utiliser régulièrement. Je ne pense pas que vous avez besoin de changer vos machines à laver tous les 3 mois. Donc vous achetez pour la durée. Et donner cette information, c'est critique. Et après, nous travailler, et ça c'est quelqu'un qui a la taille suffisante pour imposer à ces industriels, les imposer des règles de qualité et les interdire de poser en vente des produits dans le marché, que certes, il peut être un peu plus compétitif, même mieux margé, mais dans la durée, ça va poser beaucoup de problèmes pour les clients in fine. Donc ça, c'est un peu notre métier, nos rôles de distributeurs. Ça signifie, aussi bien pour la livraison que pour l'achat lui-même, que vous vous reposez beaucoup sur le client. C'est lui ou elle qui doit d'ailleurs prendre la décision finale. Mais au fond, si le client est roi, on pourrait dire qu'il est souvent capricieux. En tout cas, en matière de transition écologique, l'un des drames du sujet, c'est l'écart permanent entre le déclaratif et l'effectif. Si vous demandez aux Françaises et aux Français s'ils agissent bien pour l'environnement, à 74%, ils déclarent avoir une conduite vertueuse. Et en revanche, ils jugent à 84% que les autres n'en font pas assez. Ce qui est peut-être hyper français d'ailleurs comme manière de voir les choses. Mais surtout, si les clients veulent tous consommer responsable, leur premier critère, ça reste le signal prix. C'est-à-dire qu'ils vont vers le produit le moins cher, surtout dans une période inflationniste comme on la connaît. Comment est-ce que vous gérez ce paradoxe-là ? Je pense que la contradiction, elle est dans notre nature, pas seulement que les Français, j'ai été rassuré aussi pour les étrangers, pour d'autres pays. On déclare des choses pour lesquelles on est inspiré, mais en fait, notre quotidien et notre contrainte de vie, ils imposent d'une manière ou d'une autre. Les jeunes, ils se disent très sensibles à la transition écologique. On voit qu'ils sont des gros consommateurs de la hyper fashion. Ça n'empêche pas d'être exigeant avec ses parents pour ne pas consommer. Et c'est normal et il faut vivre avec. Moi, je déteste infantiliser les personnes et donner des morales. Je pense que c'est la responsabilité de l'industrie, des métiers, de faire évoluer les choses en positive. Comme vous l'avez dit, en fait, on n'a pas trop le temps parce qu'en fait, on est très tard dans la transition et la réduction des émissions de carbone. Donc, il faut vraiment aller vite. Mais il ne faut pas mettre la charge sur le consommateur. Il faut vraiment que l'industrie, les pouvoirs publics fassent le nécessaire pour faire évoluer les bonnes habitudes. Il y a un axe de développement en très forte croissance, Monsieur l'Olivier nous le rappelait, qui est à la jonction de cette pression écologique et des effluents de l'inflation. C'est la seconde main. Monsieur l'Olivier nous en parlait. Il y a aussi d'autres chiffres qui circulent. Un sondage Ipsos pour eBay dit que 77% des Français vendent des objets en ligne. Le marché aujourd'hui pèse 7 milliards d'euros. Pour l'Observatoire Novascope Seconde-Main, 67% des achats de seconde main en France en 2021 se font en ligne. C'est donc un secteur crucial pour le e-commerce. Vous vous organisez pour y participer? C'est un axe de développement fort pour le groupe Fnac Darty? C'est un axe. L'année dernière, on aura fait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est petit par rapport à 8 milliards, mais c'est plus 40% par rapport à l'année précédente. Et surtout parce que c'est des chiffres qui a derrière énormément d'efforts, des services pour recycler, récupérer, transformer les produits, les mettre en circuit court. Parfois, dans les mêmes magasins qu'on les récupère, on les répare, on les vend. Donc ça, c'est pour nous. Et après, il y a tous les flux d'import, comme ils font d'autres sites plus connus sur la seconde vie. Nous, on pense que c'est un bon axe, hein, surtout pour essayer d'optimiser dans un cycle de produits comment on peut réduire les émissions de carbone.
à condition que la meilleure alternative ne soit pas prolonger la vie du produit chez les clients. C'est ça qui est parfois un peu paradoxal. Ce qu'on dit, c'est que si on propose aux clients d'échanger sa télé tous les 2 ans pour la vendre recyclée, moi je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, il n'y a pas d'économie pour soutenir cette industrie. Et 2, in fine, ce n'est pas ça. Donc la seconde vie, c'est une opportunité d'optimiser les produits en fin de vie utile pour les clients, pour ces clients qu'il a, pour les remettre dans les marchés dans de bonnes conditions, moyennant qu'il y a un modèle économique qui puisse être tenu. Et après, il ne faut pas oublier que, et ça c'est, l'e-commerce a pris ça extrêmement, on a des sites qui sont d'une puissance incroyable sur la seconde vie, et on est en train d'enlever une bonne partie de ces corps de métier à une économie sociale qui existait autour du don, autour par exemple, nous on soutient avec énormément des dons sur des produits à des associations comme Envie, qui avaient une économie sociale de réinsertion pour mettre ces produits. Donc ces produits, ça n'est pas à la poubelle. Sauf qu'aujourd'hui, on a créé une économie des marchés avec des modèles en B2B, en C2C, et tant mieux, parce que ça rend les choses plus efficaces. Mais on ne peut pas aller plus loin de ce que les modèles de la rationalité il fait, et je pense qu'il attendra une certaine maturité, et je pense que ça, à la fin, chacun va trouver sa place. Vous nous le disiez en introduction, il y a un nouvel équilibre qui s'est créé entre les magasins et le e-commerce. Même si la croissance du e-commerce est moindre, elle reste quand même importante, c'est-à-dire que la vente à distance, en ligne, tournée vers le service et le produit, est évidemment un secteur stratégique pour le retail physique. Fnac et Darty, ce sont des enseignes de centre-ville et de périphérie, hein, ce sont presque des enseignes patrimoniales en France. Quelle est la stratégie du groupe quant au futur de ces magasins physiques, vu l'évolution du marché, la pression inflationniste et évidemment la hausse des coûts qui se répercutent sur toute la chaîne? Nous, on a fait 2 choses en même temps. On a étendu énormément notre maillage territorial. On a presque doublé les parts des magasins en 5 ans, parce qu'on est à peu près 1000 magasins aujourd'hui, grâce à un modèle franchise, proximité, qui nous a permis d'être plus en contact des clients dans des chalandise petites. Pourquoi c'est intéressant dans un monde de l'e-commerce, il prend de l'ampleur, pourquoi on continue à ouvrir des magasins? Bien, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un magasin dans ces zones-là, la part d'e-commerce du groupe pour ses clients, il double. Donc on voit bien que notre modèle de l'efficience de la multicanalité, il fonctionne à condition qu'on a une présence à proximité. Donc ça, c'est un modèle qu'on développe. Et en même temps, la question des centres-villes, c'est une question qui est grave parce qu'on est en train d'assister à une paupérisation du commerce des centres-villes. La FNAC, surtout, il reste un des acteurs qui reste le plus important. Il y a un sujet de compétitivité forte. Donc la solution pour nous, probablement, c'est des magasins un peu plus petits, continuer à être bien placés pour proposer aux clients des centres-villes aussi une offre des commerces et e-commerce en proximité avec toutes nos offres de services qu'on développe. Donc la solution pour nous, évidemment, ce n'est pas abandonner nos réseaux de magasins comme on aurait imaginé il y a une vingtaine d'années. Le magasin est mort, vive le magasin. Aujourd'hui, on sait que le seul modèle d'endurer dans l'e-commerce rentable, soutenable, c'est celle qui aujourd'hui se soutient davantage sur la multicanalité. Donc, il faut lutter contre la paupérisation des centres-villes, éclairer le citoyen, ne plus passer des règlements qui ne sont pas étudiés et impliquer plus la société civile dans l'élaboration des lois. Mesdames et messieurs, ce soir, vous avez entendu Enrique Martinez 2027. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'ai dit ce soir, qu'est-ce que vous voulez La nuit a été courte. Alors, l'une des clés pour le secteur de l'e-commerce, vous l'avez entendu, c'est peut-être d'optimiser les livraisons, d'optimiser les supply chains, d'optimiser les parcours clients. Mais pour améliorer ces points, il faut des mesures précises. En d'autres termes, il faut des données. Et s'il est aujourd'hui possible de recueillir une énorme masse de données, encore faut-il que celles-ci soient utiles et donc de qualité. Pour répondre à la pression de l'excellence data, voici le Chief Omnichannel et Data Officer de LVMH, M. Gonzague de Piré. Bonjour, cette fois-ci j'ai fait la culbute. Alors,
Vous évoluez dans un tout autre univers que Monsieur Martinez. Même chose, pour qu'on comprenne, est-ce que vous pourriez nous préciser la part et le volume de l'e-commerce pour LVMH ? Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir ici pour cette keynote d'ouverture. Alors, LVMH ne publie pas ses chiffres de e-commerce au global, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, pour le secteur du luxe, on se situe entre 10 et 20% du chiffre d'affaires qui est fait en e-commerce. Après, LVMH, c'est un groupe assez varié, avec différents secteurs d'activité, et évidemment, la part du e-commerce varie selon ces secteurs d'activité. Elle est plutôt de 5 à 15% dans tout ce qui est mode et maroquinerie, pour ce qui est vin et spiritueux, montres et joaillerie. Et par contre, elle est plutôt de 20 à 35% pour tout ce qui est beauté et distribution de la beauté. Il y a aussi une différenciation selon les secteurs géographiques. On a un e-commerce qui est plus pénétrant, je dirais, aux États-Unis et en Chine, plutôt moyen en Europe et plutôt quelques pays un peu plus faibles comme le Japon. Alors, effectivement, les enjeux, les ordres de grandeur ne sont pas exactement les mêmes. Alors du coup, c'est quoi un retail e-commerce de luxe ? Alors, peut-être pour vous provoquer un petit peu, je dirais que la pénétration digitale ou le taux de e-commerce dans le chiffre d'affaires n'est pas un objectif pour le groupe LVMH. Allez, voilà. Eh ben, Voilà. Merci. Pourquoi ? Il y a une raison stratégique à ça. C'est qu'en fait, voilà, avec Enrique, on a parlé de l'omnicanalité et de l'importance des magasins. Elle est encore plus accrue dans le secteur du luxe. Alors pourquoi ? Parce que dans un magasin, le taux de conversion est meilleur, le panier moyen est meilleur, pour reprendre le vocabulaire du e-commerce. Mais au-delà de ça, je dirais que l'expérience client qu'on est capable de proposer en magasin est bien plus différenciante que ce qu'elle peut être sur le e-commerce. Donc il y avait une raison stratégique à ça. Et donc, alors on essaye quand même de faire du e-commerce du luxe, voilà, en essayant d'avoir une découverte des produits sur Internet qui soit un peu plus sophistiquée, un peu différente, un peu plus interactive. On essaye d'avoir une proposition pour le gifting, pour les cadeaux, qui soit elle aussi un peu adaptée à notre secteur, pour le packaging, pour le delivery. Bon, voilà, pour tous ces aspects-là, on essaye de faire un peu mieux que ce que fait, je dirais, le mode standard. Mais voilà, la capacité de différenciation en e-commerce, elle est moindre que dans les magasins physiques. Vous nous disiez essayer donc d'offrir une expérience un peu différente. Je continue dans ces questions qui sont peut-être un peu naïves, mais c'est quoi un site internet de luxe ? Parce qu'en fait, il est pas, comment dire, on ne code pas en Vison, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est exact. Donc du coup, quelle est la différence ? Comment est-ce que vous proposez cette différence ? Exactement. Donc là, la question est un peu différente parce que là, on parlait du site internet et non plus du e-commerce. Et là, pour le coup, le site internet joue un rôle capital chez LVMH. Pourquoi ? Parce qu'il a plusieurs fonctions au-delà du e-commerce. Le e-commerce, bien sûr, comme on l'a expliqué. Mais au-delà de ça, il a 3 autres fonctions. La première, c'est de raconter notre histoire, notre storytelling, l'histoire de nos marques, le rêve qu'il y a derrière chaque marque et derrière chaque produit. Deuxième fonction additionnelle, en plus du e-commerce, c'est de pouvoir conduire les clients en magasin. Et donc de trouver toutes les astuces et même d'optimiser notre site internet pour que le client soit lui-même incité à aller en magasin. Et puis enfin, tous les services autour de ce qu'on appelle le care and repair, qui sont essentiels de pouvoir proposer ces services de luxe sur nos sites internet. Donc vous voyez finalement un nombre de fonctions du site internet qui est multiples fonctions, qui fait qu'on peut accepter de désoptimiser un petit peu le site pour sa fonction e-commerce pour pouvoir optimiser ses autres fonctions. Avant d'être Chief Omnichannel and Data Officer chez LVMH, vous avez travaillé chez Sephora et 12 ans chez Saint-Gobain, notamment pour La Paire et Cas par Cas. C'est vraiment pas le même univers, pour le coup. Est-ce qu'il y a des similarités, des manières d'employer, de concevoir des outils et des parcours de e-commerce ? Est-ce qu'on fait du gifting chez Cas par Cas ? Excellente question. Alors c'est vrai que j'ai surtout insisté sur les différences, parce que je pense que c'est ça qui peut vraiment être intéressant aujourd'hui, mais aussi parce que c'est vrai que le standard du e-commerce, qui est un peu quand même imposé par Amazon depuis 20 ans, un catalogue, des PDP, un checkout, une livraison et le tout, très convenient, très pratique, etc. Bon,
c'est un moule qui n'est pas forcément très inspirant pour un groupe de luxe. Maintenant, on peut trouver certaines similarités, alors, de manière un peu paradoxale, avec le monde du bâtiment et des matériaux de construction. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs dans lesquels la pénétration digitale est elle-même assez faible. Alors, parler de cas par cas. Site une entreprise que je connais bien et qui propose en fait aux particuliers le remplacement de fenêtres et de menuiseries sur mesure. Ben là, le parcours client, il passe quasiment à tous les coups par le site internet et pourtant les ventes e-commerce, as such, zéro. Quel est le parcours client ? Le client arrive intelligemment sur notre site et là, le site est optimisé pour que le client soit incité à se faire rappeler par le centre de relations clients. Là, le centre de relations clients basé en France l'appelle, commence à faire les premières étapes de la cérémonie de vente, comme on appelle ça chez LVMH, les étapes de découverte. Et quand le projet est suffisamment défini, on passe à l'étape suivante qui est de proposer un rendez-vous avec un conseiller clientèle à domicile chez le client. Et là, la vente se conclut. En fait, on peut s'apercevoir que ce type de parcours client peut être tout à fait adapté, par exemple, à la joaillerie, à la haute joaillerie. Où on imagine mal les gens forcément acheter de la très haute joaillerie comme ça sur Internet en 3 clics. Mais par contre, évidemment, ils vont pouvoir découvrir le produit sur le site Internet, se faire appeler par un centre de relations clients et la proposition d'aller en boutique pour aller découvrir ces pièces rares et magnifiques. C'est ça le parcours client sur un site LVMH, c'est vraiment une forme de découverte du produit, ou est-ce que vous savez s'ils vont d'abord en boutique, je prends l'exemple de la joaillerie, voient une parure, bon effectivement c'est rarement un achat impulsif, ou alors pour une catégorie de clients très limitée, ils vont sur le site, ils reviennent, j'imagine qu'il y a un espèce de va-et-vient assez long. Vous êtes capable de suivre ce va-et-vient tout le temps ? Vous savez où en sont vos clients de leur démarche d'achat ? Alors, les clients font effectivement ce va-et-vient. On estime que 92% des clients qui sont allés en boutique sont allés sur le site avant. Et même en boutique, 50% des gens dans la boutique vont regarder des infos sur Internet depuis leur mobile. Donc, oui, ce va-et-vient, il est absolument permanent. Ensuite, on le traque autant que l'on peut, mais autant que les clients acceptent d'être suivis. Comme ça, on a un suivi excessivement rigoureux du consentement des clients qui nous sont donnés pour récupérer leurs données. Vous nous le disiez, l'intérêt du commerce en ligne, pour vous, c'est presque davantage de créer du drive to store, en fait. C'est vraiment de les amener. Du coup, est-ce que vous êtes vraiment sous la pression de l'excellence data ? Oui, absolument. La data est une donnée absolument stratégique pour nous. Depuis 4-5 ans, il y a une practice data qui a été développée au niveau du groupe LVMH qui, objectivement, est très forte, très puissante, parce qu'elle nous permet de mieux connaître nos clients. Elle permet à nos conseillers clientèle de pouvoir avoir un service, un discours qui soit très adapté à chaque client. Elle permet au client lui-même d'avoir un parcours très personnalisé. Et enfin, elle permet d'optimiser la supply chain, tant en termes de production qu'en termes de logistique. Et puis, en fait, aussi avoir ces fondamentaux de la data très solides nous permet derrière de faire tourner nos algorithmes d'intelligence artificielle qui sont maintenant, je dirais, en mode vraiment industriel dans tout le groupe. Mais tous ces algos, en fait, ne peuvent fonctionner que si on a une qualité de la data, une gouvernance de la data très solide. On va parler d'intelligence artificielle juste après. On a un peu de temps. Quels usages en faites-vous justement de cette technologie d'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est au fond juste de la base de données optimisée ? Est-ce que vous faites de l'IA générative ? Quels sont vos outils et quels en sont les usages ? Alors, ce qui est vraiment en matière, je dirais, industrielle dans le groupe, c'est 3 grands domaines. Tout ce qui est le conseil à la clientèle, que ce soit pour nos conseillers clientèle. C'est-à-dire comment on équipe nos conseillers de vente avec des outils qui leur permettent d'être plus efficaces et de pouvoir finalement être engagés émotionnellement avec le client et de pouvoir le débarrasser de tout ce qui peut lui passer par la tête en tant que souci et qu'il puisse vraiment s'engager émotionnellement avec le client. On les utilise beaucoup dans l'optimisation de nos sites web
Et enfin, une utilisation aussi d'IA beaucoup dans la supply chain, avec 2 exemples. Dans tout ce qui est forecasting de nos activités, et donc absolument essentiel, parce que chaque pièce qui est produite, c'est des pièces qui sont rares, qui sont fabriquées. Donc savoir exactement combien de pièces sont vendues à un degré de précision supérieur grâce à l'IA est vraiment un outil qui est essentiel au secteur du luxe. Et puis deuxièmement, c'est aussi que comme ces pièces sont assez rares, il est essentiel de savoir où est-ce qu'on a intérêt de les mettre, dans quel magasin. Il y a énormément de magasins chez LVMH, comme vous pouvez l'imaginer, et savoir où est-ce qu'il est préférable de mettre telle pièce et de l'exposer à tel type de client. Et donc voilà, le assortment allocation est aussi essentiel dans notre secteur d'activité. Et pour cette l'IA générative, l'IA générative, dont on parle beaucoup depuis un an, va suivre un peu cette même trace dans laquelle on est. En plus de ça, donc aussi bien sur le Client Advisory que sur l'optimisation des sites web, mais avec 2 actions en plus qui sont sur la production des assets marketing. C'est aussi un domaine d'investissement très lourd dans le secteur du luxe, et pour le design des produits et pour le développement produit. Pour faire tous ces usages que vous nous décriviez à l'instant, IA générative ou pas d'ailleurs, au fond, quelles données est-ce que vous recherchez et comment est-ce que vous les collectez? Parce qu'il y a l'identité de vos clients, évidemment, mais quelles sont toutes les informations connexes que vous collectez et comment? Alors, on collecte bien sûr tout type de data, mais ce qui est ultra stratégique pour un groupe comme LVMH, c'est la data client. La data client, sachant que dans le secteur du luxe, l'immense immense majorité de notre chiffre d'affaires, il est fait avec des clients connus de nos systèmes. Voilà, ça arrive quasiment jamais qu'un client pousse la porte, prenne un produit, l'achète, paye en cash et s'en aille. Ça existe en gros pas. Et c'est peut-être même louche. Oui, si on veut, mais même en paiement en carte de crédit. Ce que je veux dire, c'est que il y a pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet engagement émotionnel, ce que j'ai parlé tout à l'heure, en plus du produit qui est vendu, de pouvoir rentrer dans l'univers d'une marque, de pouvoir rentrer dans cette relation émotionnelle avec un conseiller client, avec tout l'univers de la marque qui fait partie de l'expérience d'achat d'un produit de luxe. Donc ça explique pourquoi cette donnée client, elle est totalement stratégique. Alors ensuite, ce qui est de clé, c'est comment est-ce qu'on la récupère, sachant qu'on a la chance dans le groupe LVMH d'avoir une direction juridique très puissante et des TPO très puissants. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une éthique absolument remarquable en tout ce qui est recueil du consentement totalement explicite de nos clients pour pouvoir collecter cette donnée. Mais je dirais, avec cette pointe d'humour, mais ceci dit, c'est absolument essentiel. Je pense que quand on est dans le secteur du luxe, on se doit d'être responsable et exemplaire. Et quand on est leader dans le secteur du luxe, on se doit encore plus d'être responsable et exemplaire. Et donc, au-delà des principes éthiques, je crois que c'est la direction que le groupe a choisi de prendre. Vous nous rappeliez à l'instant à quel point votre donnée client, le fichier même de client est absolument stratégique. Au fond, est-ce qu'on peut dire qu'avec la fin du cookie tiers, c'est ça vraiment la clé désormais de développement, c'est d'être le first party data owner? Oui, je crois que dans ce monde qui change, cette first party data donc de nos données clients est totalement stratégique. On a 2 activations principales aujourd'hui. La première, c'est dans toutes les activités CRM dont je vous ai parlé avant. Mais il y a une deuxième activation qui est essentielle et qui est vraiment liée à cet avantage stratégique, qui est sur l'achat ou nos investissements médias. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que les groupes de luxe sont des groupes qui investissent relativement massivement dans les médias. Et donc, ce sont des achats qui sont hyper stratégiques et qui peuvent être très largement optimisés grâce à notre first party data. Et donc, c'est pour ça que, oui, pour nous, c'est une mine d'or que l'on cherche à cultiver. Il y a un paradoxe qui apparaît, c'est que effectivement les marques de luxe ont un budget média très conséquent, appuient ce storytelling permanent, font connaître leur marque et pourtant, comme vous le disiez, font des séries relativement limitées, c'est consubstantiel au marché, à tel point
qu'on peut imaginer que pour les séries très limitées, les clients sont contactés directement. Il ne s'agit pas juste d'attendre qu'ils viennent. Donc, au fond, vous faites savoir à beaucoup de gens que vous avez des produits super, mais que vous ne les vendrez pas à tout le monde. Vous avez compris l'économie du secteur du luxe. Oui, je suis assez fier de cette analyse. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le secteur du luxe, c'est un secteur où on cultive la désirabilité de nos marques et de nos produits. Chez LVMH, donc on travaille pour une famille, et notre président, Bernard Arnault, répète à longueur de journée, je vous demande à toutes et à tous de travailler jour et nuit, quotidiennement, à la désirabilité de nos marques. Les ventes et le profit viendront en conséquence. C'est un statement qui laisse réfléchir parce que nous sommes quand même sous pression. Alors, oui. Ça répond en partie à ma dernière question, mais je veux quand même vous la poser. C'est cette notion de seconde main, enfin de marché d'occasion, de marché de réemploi, quel que soit le nom que vous voulez leur donner. Encore une fois, M. Olivier nous en parlait, M. Martinez nous en parlait aussi. Il y a évidemment un marché colossal pour le luxe d'occasion. Google fait apparaître 4 480 000 résultats à la seule requête Vuitton seconde main. Il y a un marché pour vous. Est-ce que c'est un secteur que LVMH voudrait investir en propre ou par une marketplace dédiée, ou là encore, désirabilité first, chiffre d'affaires fastoche? Enfin, fastoche. Voilà. Non, donc, d'abord, ces chiffres sont impressionnants. De dire voilà, que tout ce que ce marché de la seconde main peut être juste sur une recherche Google. Mais je dirais c'est un peu la rançon du succès. C'est-à-dire que ça veut dire que ça, c'est le résultat de décennies de travail des équipes au quotidien pour accroître la désirabilité d'une marque. Évidemment, si plus une marque est désirable, plus ce genre de requête va être demandé avec des chiffres absolument astronomiques. Après, ce n'est pas parce que les clients le demandent qu'on souhaite répondre à cette demande. C'est un peu tout le paradoxe du luxe qu'on soulignait à l'instant. Je crois que dans le luxe, on ne cherche pas d'abord et avant tout à répondre à la demande des clients, mais plutôt de susciter leur désir. De susciter leur désir, de les séduire. Et je terminerai peut-être par ça en disant que dans la séduction, il y a toujours une part de mystère et d'inaccessibilité que nous aimons cultiver. Je vais donc vous laisser votre part de mystère, Monsieur De Pirey, et vous remercier beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Alexandre. Alors, urgence écologique, importance des données pertinentes pour mieux comprendre et satisfaire le client sont des enjeux évidemment clés, mais au fond peut-être pas si neufs. Le rapport du Club de Rome sur les mirages de la croissance infinie date de 1972. Et puis, je pense que pour les ventes par correspondance, par la poste, les fichiers clients étaient déjà capitaux. Pour conclure, nous allons cette fois-ci nous pencher sur l'arrivée d'une technologie qui aura un impact sur nos manières de concevoir et de produire, de communiquer et de travailler. Depuis l'avènement de notre société en ligne, beaucoup d'innovations se sont déclarées souvent à tort disruptives. J'imagine qu'ici même, vous avez parlé très longtemps de métavers. Mais bon, l'arrivée des intelligences artificielles génératives est très vraisemblablement une vraie révolution technologique. Celle-ci ne vous laissera évidemment pas indifférent puisque d'après une étude du cabinet McKinsey en 2023, l'IA générative pourrait amener aux entreprises du retail et de la grande consommation des gains de productivité entre 400 et 660 milliards de dollars, soit 1 à 2% de leur revenu global grâce à l'intelligence artificielle générative. Alors pour défricher avec nous comment opérer sous la pression de l'IA, voici le directeur général de Cdiscount, Thomas Métivier. C'est surprenant au début.
Merci, Monsieur Métivier, d'être avec nous. Alors, il faut qu'on soit très clair dès le début. Évidemment, le rythme de sortie d'outils d'IA dites génératives donne un peu le tournis, laisse la sensation d'une vague qui arrive. Mais l'IA n'est pas vraiment un outil nouveau. J'imagine que pour Cdiscount, c'est un outil avec lequel vous travaillez déjà depuis quelque temps. Oui, tout à fait. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Effectivement, chez Cdiscount, ça fait maintenant près d'une grosse dizaine d'années qu'on utilise l'intelligence artificielle au quotidien. Avant de rentrer un peu dans le détail de ce qu'on fait, pour rappeler nos deux grands pans d'activité, on a évidemment la partie, vous connaissez tous, qui est cdiscount.com, qui est notre activité e-commerce, où on est aujourd'hui le deuxième acteur sur le non-alimentaire en France. C'est près de 100 millions de produits, c'est de 2 à 3 millions de visiteurs par jour. Donc évidemment, tout ça, ça demande beaucoup d'intelligence artificielle pour faire les bonnes mises en relation. Et puis notre deuxième volet, qui est tout notre écosystème marketplace, qui est évidemment à la fois au cœur de ce qu'on construit pour cdiscount.com, mais également ce qu'on met à disposition maintenant d'une trentaine d'autres distributeurs et e-commerçants, notamment via Octopia. Et là, on est dans le monde où on va travailler avec des milliers de vendeurs. On a 15 000 vendeurs qui ont été actifs, par exemple, l'année dernière. Il y en a 7 000 qui vont utiliser notre plateforme de retail média, donc pour faire des produits sponsorisés. Il y en a 4 000 qui nous confient leur logistique. Et donc, on voit bien de nouveau dans cet écosystème-là qu'on va être confronté à des enjeux de volume. On crée jusqu'à 2 millions de produits par semaine. Donc, on est dans des environnements où, effectivement, les marketplaces n'existeraient pas sans intelligence artificielle. Et donc, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est effectivement l'arrivée de l'IA générative qui change le paradigme, qui vient remettre en cause et nous pousser à aller encore plus loin par rapport à ce qu'on faisait. Mais effectivement, ce n'est pas un sujet nouveau. Et aujourd'hui, on a historiquement, depuis quelques années, une trentaine de data scientists, plus d'une centaine de personnes, data engineers, développeurs orientés sur les enjeux de data, qui en fait permettent de faire vivre cette intelligence artificielle au sein de nos deux grandes plateformes, donc la partie e-commerce et la partie marketplace. Vous le disiez à l'instant, il n'y a pas de marketplace sans IA. Juste, est-ce qu'on peut être un peu clair sur les domaines d'intervention de l'IA chez Cdiscount? Je parle d'IA dite classique, on parlera des génératives après. Alors effectivement, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que l'IA, elle est présente tout au long du parcours et sur quasiment l'ensemble de nos activités. Quand vous naviguez sur cdiscount.com, c'est à peu près 50 algorithmes que vous actifs en production, que vous allez croiser au fur et à mesure de votre parcours, voire même en dehors du site. Ça démarre, on l'évoquait avec Gonzague tout à l'heure, sur l'achat de mots-clés à l'extérieur du site. Ça va évidemment être la création, le filtrage, l'enrichissement, la qualification de tous les produits qui sont proposés par nos vendeurs marketplace, toute la partie moteur de recherche, moteur de recommandation, moteur de personnalisation, tout le tunnel de paiement. Vous allez avoir des enjeux sur la fraude, sur les modes de paiement qu'on va proposer en fonction du profil de client, de sa navigation. Et puis derrière, en après-vente, par exemple, on transcrit tous les coups de fil qu'il y a entre nos clients et notre service client et on exploite cette data-là pour améliorer nos process, améliorer notre réponse au service client. Et donc, on voit vraiment que cette IA, elle est sur l'ensemble de la chaîne de valeur vis-à-vis des clients. Et puis, de plus en plus, elle est également en appui de nos collaborateurs pour améliorer leur performance. Mais justement, c'est là un des territoires où on voit vraiment un bouleversement avec l'arrivée de l'IA générative. Vous retranscrivez les conversations avec les téléopérateurs, enfin avec pour les vendeurs. consommateurs qui l'acceptent, mais évidemment, probablement c'est quasiment tous. Oui, enfin c'est-à-dire qu'ils disent pas tout le monde ne clique pas, je veux pas en appuyant sur dièse. J'imagine aussi que vous faites usage d'IA conversationnelle. On peut parler à un chatbot sur le site de Cdiscount. Tout à fait. On a aujourd'hui un chatbot qui est on appelle en avant-vente, donc notamment pour répondre aux questions des clients sur les fiches produits. C'est quelque chose qui est intéressant parce que jusqu'à présent, on avait un chat qui était avec des opérateurs humains qui répondaient. Et donc, on arrivait à couvrir quelques dizaines de milliers de produits. Et aujourd'hui, avec le même nombre de téléopérateurs qui répondent, en ayant une première étape de la réponse qui est donnée par du coup une IA générative, on arrive à couvrir 50 millions de produits. Et donc en fait aujourd'hui, on l'a pour l'instant sur le site PC, le mobile arrive là dans les semaines qui viennent, mais on voit bien que ça permet d'avoir un reach qui est beaucoup plus grand et en fait d'accompagner nos clients. Et ce qui est intéressant derrière ces chatbots, c'est que certes c'est une façon nouvelle de communiquer avec nos clients et on est convaincu qu'il va y en avoir de plus en plus. Le deuxième, c'est que ça interroge beaucoup comment on nourrit ces chatbots.
Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est faire un chatbot qui globalement exploite les données présentes sur une page. Ça, c'est assez simple. Vous pouvez avoir un partenaire extérieur qui utilise de la donnée qui est sur la page pour répondre aux clients. Ça marche déjà très bien. La deuxième étape, qui est plus complexe et qui nécessite là pour le coup un vrai enjeu d'urbanisation du système d'information, c'est comment vous permettez à ce chatbot de lancer des recherches, de comparer des produits, de générer une demande de retour à la place du client. Et là, vous avez un enjeu d'intégration hyper fort avec tous vos systèmes internes à l'entreprise. Et en fait, derrière parfois des projets un peu gimmicks, le vrai enjeu souvent il est dans l'urbanisation du SI, la mise à disposition des datas et en fait la capacité à interagir pour de vrai avec le cœur de système. Et donc sur les IA conversationnelles, pour moi, au-delà, jusqu'à présent le problème qu'on avait, c'était un problème de qualité du texte. Donc en fait le client se rendait compte qu'il parlait à une machine et ça ne l'intéressait pas. Ça, on est en train de résoudre ce problème-là et on voit aujourd'hui qu'on a les mêmes niveaux de satisfaction. Le prochain challenge des chatbots, c'est comment on les fait interagir avec le reste du SI. Et ça demande énormément d'investissement et d'urbanisation du SI pour être capable du coup d'accepter des entrées et des requêtes qui viennent de ces dispositifs de chatbot. Et pour cet effort architectural, Ouais. enfin ce lien entre tous les systèmes, est-ce que vous faites appel à des solutions extérieures? Est-ce que vous développez tout en interne pour avoir une vision justement un peu globale? Comment est-ce que vous imbriquez ces différents algos et éventuellement les différentes solutions qui tournent avec ces algos? Alors on a sur l'IA, mais c'est le cas depuis qu'on fait de l'IA depuis une dizaine d'années, on a toujours eu une préférence pour faire des choses en interne. C'est-à-dire notamment quand on était dans toute cette étape du machine learning, qui est toujours en exploitation, sur les 50 algos sur le site, il y en a bien une quarantaine qui sont des algos qui utilisent que des modèles de machine learning traditionnels. En fait, on prenait des modèles open source, notamment ils sont souvent fournis par Facebook, par Google, qui mettent à disposition en fait ces modèles-là. On les entraînait sur nos propres données et après on les mettait en exploitation sur nos infrastructures. Et c'est volontaire parce que ça permet d'avoir une maîtrise très forte de ce qu'on propose à nos clients et de l'expérience qu'on propose à nos clients. Par exemple, le moteur de recherche aujourd'hui, c'est vraiment on a vu toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on a commencé avec des règles algorithmiques un peu en dur. En gros, si les produits sont cliqués, alors il faut les afficher. Je caricature, mais c'est à peu près ça. On a ensuite passé sur des modèles de machine learning beaucoup plus englobants, où on nourrit avec énormément de data et en fait à la fin on n'a pas forcément un résultat explicable. Et là on commence à regarder comment on intègre de l'IA générative. Ça n'empêche que quand on veut aller vite, et sur des sujets où il y a des acteurs qui sont spécialisés, on peut faire des partenariats. Notre chatbot, par exemple, on le fait avec iAdvise. Et en fait, on voit que ça nous a permis d'aller très vite. Aujourd'hui, on a un niveau de satisfaction sur ce chatbot qui est aussi bon que quand on avait un opérateur qui répondait. Donc en fait, on voit vraiment le gap. Avant, il y avait un facteur 3 au niveau de satisfaction historiquement qu'on a complètement gommé. Demain, on a quand même une réflexion sur comment on garde la maîtrise de tout ce stack-là, parce qu'en fait, nous, c'est l'expérience qu'on offre à nos clients. On évoquait l'expérience dans le luxe. Évidemment, on est très loin de ces standards-là en termes de typologie, mais à la fin, notre singularité, c'est quand même l'expérience qu'on fait vivre à nos clients sur le site. Et le fait de maîtriser les différentes briques fonctionnelles, les briques techniques, les briques algorithmiques, en fait, elles répondent à cette capacité-là. Et donc voilà, on a toujours cette stratégie, un peu d'externe pour aller vite, pour explorer. Et puis il y a des sujets où en fait, les partenaires externes sont meilleurs que nous. Et on se fait challenger très souvent sur l'ensemble de nos algos. Et puis après, dès que ça devient vraiment stratégique, on investit. Et en plus, comme on est un acteur assez spécifique, on est gros, on est multi-catégories, etc. En fait, on a souvent des besoins spécifiques qui ne sont pas dans le cœur de marché des fournisseurs de solutions, qui s'adressent plutôt à des distributeurs plus traditionnels ou classiques en termes de taille. Là, nous étions sur les IA, encore une fois, dites classiques. La nouveauté, c'est évidemment l'arrivée massive de ces outils d'IA générative avec des progrès qui sont extrêmement rapides et qui sont remarquables. Enfin, on voit une amélioration de la proposition qui se fait désormais en termes de mois et vraiment même plus en termes d'années. Quels usages d'IA générative faites-vous chez Cdiscount ? Alors, l'IA générative, effectivement, vous avez raison d'évoquer la vitesse à laquelle ça va. Nous, on a démarré, en fait notre travaux sur l'IA générative, on va dire vraiment à l'été 2022, donc en fait 6 mois avant ChatGPT, sachant que, pour la petite anecdote, en fait, ces modèles-là, ils sont issus d'une technologie qui a été faite pour la première fois dans un modèle qui s'appelait BERT, qui est un modèle de Google, qui est ce qu'on utilise nous pour notre moteur de recherche. Donc en fait, quelque part, on avait déjà commencé à travailler, notamment sur le traitement du langage au niveau du moteur de recherche. Et en fait, on a fait des premiers tests au début. On a vu que franchement, que c'était assez prometteur. Et puis, on a vraiment accéléré juste après ChatGPT. Et les IA génératives, elles ont 2 grands changements de paradigme majeurs sur l'intelligence artificielle. Le premier, c'est que vous avez une
capacité à gérer du texte de façon volumique et qualitative qui est absolument exceptionnelle par rapport à tout ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des algorithmes de machine learning qui étaient très forts quand vous aviez des chiffres, de la data, vous aviez des corrélations de chiffres. Là, franchement, et d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez faire des choses avec des corrélations de chiffres, quand vous faites du scoring sur du comportement de navigation, vous n'avez pas besoin de IA générative. Rester sur des modèles de machine learning, c'est beaucoup plus performant aujourd'hui que les modèles, que les modèles de LLM. Donc en fait, on a réussi à ouvrir le champ autour du texte et de l'image, ce qui a été en gros quasiment impossible précédemment. Le deuxième, c'est qu'en fait, on a fait sortir cette algorithmie et cette intelligence artificielle des équipes data science. En 2021-2022, quand on avait un problème où on se disait on doit pouvoir le traiter avec de l'IA, la seule façon que vous aviez, c'était de prendre une équipe de data scientists, vous leur disiez écoutez, vous allez avoir 3 mois, vous allez trouver le bon modèle, parce qu'évidemment des modèles machine learning, vous en aviez des dizaines, donc vous allez intuiter quel va être le bon modèle statistique à utiliser, et puis après vous commencez à le nourrir avec des datas, vous l'entraîniez, vous testiez, vous l'entraîniez, vous testiez, et 3 mois plus tard, vous saviez si ça marchait. Aujourd'hui, dans les modèles d'IA générative, comme ils sont pré-entraînés, c'est le pre-trained de GPT, en fait, vous allez être en capacité de leur faire des choses tout de suite. Donc évidemment, vous allez le faire par le chat, c'est pas reproductible, c'est sur quelques cas d'usage, mais vous allez très vite savoir si ça fonctionne. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, on a une question sur nos produits marketplace, c'est est-ce qu'ils sont bien pricés? Le vendeur nous propose un prix, on a une question de est-ce que c'est un bon prix? Alors évidemment, on crawl le web, donc on crawl 1,5 million de prix tous les jours, donc sur ces produits-là, on sait dire si on est bien placé ou pas. Mais sur les 70 ou 75 millions d'autres produits, on ne sait pas forcément. Et ben en fait, aujourd'hui, quand vous demandez à GPT, voilà mon produit avec sa description, c'est quoi la fourchette de prix cohérente pour ce produit? En fait, il est très précis. Ça, c'était pas quelque chose qu'on ne savait pas faire précédemment. En fait, précédemment, on savait très bien que si on montait un modèle de machine learning, on le nourrissait avec des prix qu'on crawlait sur le marché, des descriptifs avec des quelques millions de produits, on était sûr qu'il allait nous faire un référentiel de prix assez précis. Mais vous passez d'un modèle où il fallait faire 3-4 mois avec une équipe de data science à, en fait, j'envoie des descriptions produits par API à GPT, et en échange, il m'envoie une fourchette de prix. Et donc, on voit bien que le modèle d'accélération est en fait extrêmement fort. Et donc aujourd'hui, nous, en fait, on a déployé l'IA générative sur 3 grands volets. Le premier, c'est la gestion du catalogue produit. Notamment, on a historiquement notre première étape quand un produit arrive chez nous par un vendeur marketplace, c'est dans quelle catégorie je vais le mettre. Parce que ça a un impact direct, évidemment, sur où on va le montrer dans le parcours client. Et c'est un exercice qui est difficile parce que vous devez catégoriser entre 8000 catégories un produit où vous avez 500 caractères, quoi. Et vous devez savoir si c'est une housse de couette ou une parure de couette. Parce qu'évidemment, le client, quand il cherche une parure de couette, il ne cherche pas une housse et inversement. Juste pour ceux d'entre nous dans la salle, enfin, s'il y en a, qui ne savent pas ce qu'est une parure. C'est quoi la différence? La parure de couette, c'est quand vous avez les têtes d'oreiller avec. Voilà. C'est bête, mais en fait, une parure de couette qui est catégorisée en couette, en housse de couette et pas en parure, elle perd 30% de conversion. Donc en fait, ne pas se tromper sur la catégorisation, un produit que vous remettez dans la bonne catégorie, il fait plus 30 en conversion. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un enjeu business immédiat. Et en fait, on avait un algorithme qui avait un taux d'erreur plutôt bon pour le marché, mais qui était encore globalement quasiment 30% d'erreur. On teste GPT 3.5 en janvier 2023. Il fait comme notre algo. Donc on se dit, OK, c'est super, le truc génial. Là où c'est intéressant, c'est que quand on l'utilise après, c'est-à-dire que quand on prend notre modèle de machine learning, qui du coup ne fonctionne pas sur les mêmes bases statistiques. Et donc, on prend notre modèle de machine learning, on lui dit, est-ce que tu es sûr de ta réponse? Dans à peu près la moitié des cas, il dit, oui, je suis sûr de ma réponse. Sur le reste, il dit, je ne suis pas sûr, mais je te propose un truc ou je te propose plusieurs catégories. Et bien là, quand on appelle GPT à ce moment-là, on divise par 2 le taux d'erreur. Et donc depuis, c'est dans la chaîne de création de produits, on a fait passer 50 millions de produits sur lesquels on avait un doute, et il y en a 18 millions qu'on a remis dans la bonne catégorie. Et donc un produit qui passe dans la bonne catégorie, il fait 30% de conversion en plus. Donc ça, si vous voulez, c'est un exemple concret. On a aujourd'hui près de 10 millions de produits qu'on a fait enrichir ou restructurer par GPT, par exemple pour normaliser les titres, pour remplir automatiquement des caractéristiques techniques. Les clients ils vont utiliser des filtres. Je vous assure que les vendeurs marketplace, ils ne sont pas pressés de s'embêter à remplir unitairement les filtres un par un quand ils créent les produits. Donc il vaut mieux faire le travail pour eux. Et on voit bien toute la capacité qu'on a en termes de volumétrie à pouvoir agréger des sources de données externes, agréger des sources de données non structurées pour venir continuer à faire de l'enrichissement de produits. Donc c'est des choses où on est aujourd'hui, donc une partie en production, une partie au stade de POC.
Et ce qui est intéressant, je revenais au début, c'est que évidemment tout ça, c'est beaucoup d'investissement. Et quand on le mutualise, notamment dans ce qu'on fait côté Octopia, automatiquement, ça bénéficie à tous les distributeurs sur lesquels on est branché et qui utilisent Octopia et du coup la technologie de gestion de catalogue pour fonctionner. Donc on voit bien l'enjeu sur ces sujets-là. Le deuxième volet, c'est le lien avec le client. On a évoqué le chatbot. Pour moi, on est vraiment aux prémices. Quand on réfléchit, aujourd'hui, on demande au client de faire du télégraphe. Quand il rentre sur un moteur de recherche, on lui dit c'est quoi tes 2 ou 3 bons mots qu'il faut taper parce qu'après on ne sait pas gérer. En fait, l'IA générative, elle va nous faire passer à l'ère du téléphone. En fait, on va pouvoir avoir une vraie conversation, comprendre pourquoi il a tapé Lego 5 ans dans la barre de recherche. Et on va évidemment être beaucoup plus pertinent. Par contre, il faut qu'on soit capable d'interagir avec l'ensemble du SI interne de l'entreprise. Et le troisième, c'est la productivité des équipes. Donc nous, comme on croit beaucoup à l'utilité de l'IA générative pour améliorer l'efficacité des équipes opérationnelles de ces discounts. On a déployé GitHub Copilot, on mesure un gain effectif, alors qui est moins fort que ce que met GitHub dans sa communication publique, mais en gros, on voit un gain dans la production des développeurs, et notamment des devs les plus seniors. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attendait à avoir plutôt un gain sur les juniors, et en fait, on voit plutôt un gain sur les seniors qui sont sûrement, et pour utiliser moi aussi quelques algos, je vois bien, il faut réfléchir à comment on change notre façon de travailler pour faire une place à l'IA générative. Parce que si vous dites je vais déléguer 100% de ce que je fais, en général, ce qui sort n'est pas du tout de bonne qualité. Par contre, il y a des sous-tâches que vous faites où là, vous pouvez avoir des facteurs d'accélération extrêmement puissants. Donc l'analyse qu'on en fait, et c'est un peu le retour d'expérience qu'on a, c'est que les juniors, notamment pour interagir dans notre SI qui est quand même compliqué, en fait, l'IA n'est pas si utile que ça. Parce que c'est très utile quand vous partez d'une feuille blanche pour faire un nouveau projet, mais en fait, chez nous, il y a très peu de nouveaux projets, c'est beaucoup d'évolution d'un code existant. Et là, pour le coup, l'IA générative n'est pas encore hyper performante là-dessus. Et c'est des choses qu'on continue à travailler. On a déployé Copilot sur Office, on utilise Midjourney, DALL-E dans nos équipes de créa, et en fait, on fait des challenges. Par exemple, on a fait un challenge, inventer un logo Cdiscount pour inciter nos équipes, y compris hors créa, à utiliser DALL-E pour en fait faire ce travail d'acculturation. Et il y a un vrai travail de formation, c'est quelque chose qu'on lance, on a commencé l'année dernière, on va continuer en 2024, comment on forme nos équipes à utiliser l'IA générative au quotidien, comment elles repensent leur façon de travailler pour faire une place à l'IA générative, parce que nous, on est convaincus qu'il y a peut-être 10, 20, 30% de gains d'efficacité à aller chercher sur toutes les fonctions de siège grâce à ces outils. Toujours sur le retour d'expérience, on a évidemment tendance à présenter ce qui marche. Ouais. On apprend quand même plus de ce qui ne marche pas en réalité. Est-ce qu'il y a un POC ou un projet ou une idée liée aux IA, génératives ou classiques, qui chez Cdiscount a moins bien marché? C'est-à-dire en fait une forme d'erreur dont vous avez vraiment appris quelque chose? J'ai 2 choses qui me viennent en tête. La première, c'est il y a 2 choses. Il y a des choses auxquelles on a cru et ça n'a pas marché, et des choses où en fait on fait le pari d'apprendre. Le premier élément, c'est on est un site où on a des clients qui reviennent souvent. On a 90% de notre activité qui est faite par des clients qui sont déjà venus. Donc on a la chance d'avoir un gros trafic gratuit, trafic direct, etc. Mais en fait, nos clients ne viennent pas très souvent. Et donc, on est très tenté de se dire, quand même, dans le e-commerce, l'hyper-personnalisation, c'est l'horizon. Et en fait, notre expérience, c'est que oui, c'est intéressant de faire de la personnalisation, mais on est quand même très fort plutôt dans le contextuel. C'est-à-dire que dites-moi ce que vous cherchez, je vais vous donner les bons produits. Et donc, on a testé plein de trucs autour de la personnalisation, de l'hyper-personnalisation, mais en fait, savoir que vous avez acheté un canapé chez nous il y a 4 mois, ça ne me renseigne pas beaucoup sur ce que vous allez chercher aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a pas mal de trucs qu'on a testés où ce n'était pas hyper probant, parce que c'est très pensé pour la mode, pour l'alimentaire, où là, il y a des récurrences beaucoup plus fortes. Donc là, on fait des choses, on teste des choses, mais ce n'est pas le champ de l'IA où nous, on pense que c'est le plus adapté, et ça rejoint vraiment la question de c'est quoi le parcours de mes clients, qui sont mes clients, quelles sont ma proposition de valeur, etc. Le deuxième élément où, en fait, on assume de perdre du temps, quelque part, pour apprendre, c'est qu'on teste quasiment tous les modèles de LLM qui sortent. Donc en fait, aujourd'hui, on est en production quasi exclusivement sur GPT 3.5 sur la plateforme Azure. Mais par contre, on a testé de faire du fine-tuning, donc de réentraîner 3.5. On a testé 4. On a testé les 2 modèles open source de Mistral. On a testé Llama. Et en fait, on a créé des jeux de tests standardisés, notamment sur la catégorisation produit, qui nous permettent d'avoir un benchmark de la performance de ces différents modèles et de la performance non seulement brute, mais également quand on les réentraîne. Et par exemple, on voit que GPT 3.5 est très performant quand il est réentraîné sur nos propres données. Et donc ça, en fait, il y a plein de trucs qu'on a testés qu'on n'a pas mis en production, parce qu'en fait, ça performe moins bien. Mais nous, c'est sûr qu'on a en plus cette envie de trouver des LLM open source
qu'on puisse opérer sur nos plateformes, notamment pour des questions de maîtrise des coûts. On est très vite sur des volumes importants, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros de coûts par an. Donc évidemment, on a envie aussi à terme de pouvoir maîtriser l'équation économique et donc de maîtriser des LLM qu'on arriverait à ramener sur nos infras avec des modèles open source. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on explore. Aujourd'hui, clairement, OpenAI a une énorme avance sur le reste du marché. Mistral se débrouille plutôt bien, les autres acteurs sont plutôt en retrait. Mais en fait, on teste parce qu'on a envie de voir aussi s'il y a des usages particuliers où tel modèle est plus performant que d'autres. Donc moi, j'ai envie de dire un peu en conclusion, il faut s'emparer des sujets d'IA générative. Ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui va être au cœur de l'expérience avec nos clients, pour tous les distributeurs, pour tous les e-commerçants. Et donc, il faut vraiment le voir comme un sujet stratégique qui va nécessiter du temps. Moi, c'est un des sujets que je pilote à mon niveau chez Cdiscount. Et c'est important parce qu'en fait, on peut vite avoir envie de faire des POC avec des gens en externe, de trucs où on sort de la data une fois, on monte un chatbot et ensuite on l'intègre. C'est bien, ça permet de comprendre comment ça marche, mais en fait, ce n'est pas tant créateur de valeur que ça, parce qu'en fait, nos clients, ce dont ils ont envie à terme, c'est d'avoir cette interaction. Et quand ils parlent à un chatbot, ils ont envie que ça ait un effet opérant. Ils veulent renvoyer une commande, ils veulent qu'on les aide à renvoyer leur commande, pas juste qu'on leur dise allez à la page 47 de la FAQ pour trouver la réponse. Donc ça, je pense que c'est important. Et du coup, ça demande d'avoir un SI, une architecture data, des équipes qui sont en capacité de faire ce travail d'intégration. Et je crois vraiment qu'il y a une révolution qui démarre. Et c'est un sujet prioritaire pour les distributeurs. On le voyait, on en est, je pense, à peu près tous conscients. Mais vraiment, nous, pour être aux avant-postes de ces sujets-là, on est convaincu que ça transforme nos façons de travailler, la capacité à créer de la valeur pour les consommateurs et notre capacité à créer de la valeur pour tout notre écosystème, donc, que ce soit notamment les vendeurs, les clients qu'on a dans nos activités B2B. Donc voilà, je pense que c'est une invitation à l'action et à y mettre l'énergie, le focus et les moyens qui permettent de réussir sur ces sujets-là. Plus de valeur et moins de page 40. Merci beaucoup, monsieur Merci Métivier. beaucoup. Et je suis sûr que vous reparlerez data, pression écologique et même évidemment IA lors de toutes vos rencontres. Je vous souhaite donc un très bon one-to-one e-commerce retail. Au revoir.